UAV, Unmanned Aircraft Vehicle, avec donc M. Groselmark, si je ne me trompe pas, de la Marine nationale. Bonjour à tous. Donc on m'a demandé de faire une conférence sur la surveillance maritime par drone et en même temps d'élargir ce que font les autres marines. Donc voilà le plan que je vais suivre, quelques généralités, l'état de l'art pour vous dire un petit peu ce que font les autres marines, ce qu'on fait en France et puis des conclusions. On voit bien que le milieu maritime est un milieu spécifique, il y a bien des conditions météo qui sont particulières, des cibles qui sont particulières, où on cherche aussi à avoir des petites cibles, par exemple les petits bateaux de personnes qui émigrent, et puis des tailles de zones qui sont de plus en plus grandes. Ça a des conséquences directes sur les systèmes, notamment parce que nous, on cherche aussi à embarquer nos systèmes sur les bateaux. Donc l'emploi des UAV, c'est pas encore très répandu dans la surveillance maritime. Néanmoins, on a bien démontré, nous, par des essais pratiques, dont je vous parlerai tout à l'heure, que ce n'était pas impossible et que ça offrait à terme un potentiel intéressant en termes de coût et en termes de persistance sur zone. Ce qu'on recherche avant tout avec des drones dans la marine, c'est à diminuer le coût du nautique carré sur les lignes. On le fait très bien aujourd'hui avec des avions, on le fait très bien avec des hélicoptères, mais on va chercher à le faire avec des drones pour diminuer le coût. Alors, les pays les plus avancés aujourd'hui, c'est bien sûr les États-Unis. Je vais parler de quelques programmes. Israël, parce que c'est le pays le plus avancé au monde dans l'emploi des drones. Et puis l'Inde. Et il y a énormément de pays qui envisagent de se doter rapidement de ce type de système. Et notamment un pays qui va s'en doter rapidement, à très court terme, sera probablement l'Australie. Bon, les États-Unis utilisent des drones type Guardian, avec la surveillance notamment dans le golfe de Mexique et en Floride. Donc, je ne sais pas si ça va marcher là. J'avais des photos, mais a priori ça aussi, ça marche. Donc ça, c'est un Guardian, ça ressemble à ce qu'on appelle un Predator B, les drones qu'on utilise en Afrique. Ça ressemble, mais en fait c'est très différent. Vous voyez bien qu'il y a un radar, il y a des antennes qui sont particulières, mais les capteurs sont très différents. Si on peut revenir. L'autre programme qui est vraiment très important aux États-Unis, c'est le programme Triton. Ouais, on peut faire sur la photo. Donc pour ceux qui connaissent un peu, ça ressemble à un Global Hawk. C'est pas un Global Hawk. En fait, ils sont partis d'une cellule de Global Hawk, mais ils ont tout refait. 3 ans d'études supplémentaires. Et les États-Unis envisagent de déployer 64 engins de ce type dans le monde, de façon à avoir une couverture globale à partir de 5 bases. C'est un engin qui vole 24 heures, à 2000 nautiques de sa base. Et tout à l'heure, on parlait de la taille des capteurs qu'on peut embarquer sur le drone. Là, ça ne leur pose pas de problème. Hein. Ils sont à peu près à 500 kg de charge utile. Donc, ils ont un radar, un 2SM, un ensemble électro-optique, enfin, à peu près tout. Donc, le point intéressant, c'est que ces deux appareils, pour diminuer les coûts, sont issus d'appareils existants, hein, le Reaper et puis le Global Hawk, mais qu'il a quand même fallu tout refaire, notamment pour résister au vol en basse altitude et pour traiter tout ce qui concerne la résistance à l'atmosphère salin et aux ondes qui ne sont pas exactement les mêmes, et notamment sur les radars. Le Triton, lui, dispose d'un radar de surveillance maritime complètement différent de ce qu'a le Global Hawk, qui lui fait de l'imagerie sable. Donc c'est bien une adaptation très particulière. Bon, Israël et l'Inde utilisent aussi des UAV pour surveiller les zones maritimes. Là aussi, il s'agit d'appareils modifiés. On va voir. Bon, le Searcher, qui est un appareil un drone tactique assez petit, hein, à peu près 300-400 kg. Le Héron, qui est l'équivalent de ce qu'on a en France sous le nom de Harfang. Mais vous voyez que là, on arrive à embarquer sur un engin qui fait 1 tonne, on arrive à embarquer des systèmes ESM, un radar, une bande, une tourelle électro-optique. Donc c'est quand même des engins assez lourds. Et puis un engin qui est encore plus gros, qui lui s'appelle l'Ethan, qui lui fait 5 tonnes. Alors qu'est-ce qu'on fait en France? En tout cas, qu'est-ce qu'on fait dans la marine? Donc nous, on s'intéresse à ça, comme je vous l'ai dit, parce qu'on avait quand même des très grandes zones à surveiller, aussi bien en métropole qu'outre-mer. On dit souvent qu'on est un des plus grands pays avec la surface maritime. On a une flotte d'avions de paquebot et d'avions de surmarque qui est en constante diminution.
Notre flotte d'hélicoptères embarqués est aussi en constante diminution. Et puis on a des moyens qui sont de plus en plus contraints, donc on essaie de trouver le moyen de continuer à surveiller ces zones à un prix réduit, tout en limitant les moyens. Donc les travaux en cours sont répartis sur deux axes, l'expérimentation de Serval, dont je vais vous parler, ce qui est un drone VTOL embarqué, et puis des études à plus long terme sur une version marine du futur drone français, le futur MAN français qui remplacera à terme les Reaper qui viennent d'être acquis. Le Serval, c'est un système embarqué de reconnaissance vecteur aérien léger. C'est une évaluation d'un drone VTOL. On fait des expérimentations. On a évalué, le but c'était d'évaluer si on pouvait aller se poser sur un petit bateau. Et puis on prépare le futur avec ça. Pourquoi c'est une évaluation? Parce qu'on a voulu limiter les coûts, donc on a acheté un système unique. Et on a travaillé énormément en coopération avec des CNS dans le cadre d'un bateau qui a été mis à disposition par la marine, qui s'appelle l'Avroin, et qui nous a permis de faire pas mal d'expérimentations et de démontrer qu'un petit engin comme ça, qui fait 200 kg, alors effectivement, quand on voit la taille des drones qui sont exposés, ça vous paraît très gros, mais comparé à un hélicoptère type Lynx ou type NH90 pour la marine, c'est tout petit. Et ça nous a permis de démontrer qu'on arrivait à se poser sur un bateau jusqu'à des états de mer 4, sans aucun problème, avec des opérateurs qui ne sont pas pilotes et avec un système qui n'est pas automatique. C'est très important parce que pour nous, ça veut dire qu'on arrivera à diminuer les coûts de façon importante. Donc le système aujourd'hui, c'est un système Shibboleth 100, ceux qui ont reconnu. La boule qu'on utilise, c'est une boule MX15. Et ça nous permet de faire beaucoup d'expérimentations. On l'a utilisé dans de nombreux cas. Donc voilà la taille du vecteur par rapport à la taille du bateau. Le bateau étant déjà lui-même tout petit. Il fait moins de 100 mètres. Voilà la taille de l'engin. Les gens qui sont là, c'est outre le côté sympathique, c'est pour bien montrer que c'est tout petit et qu'on peut le travailler de façon très facile. Pour la manutention, par exemple, on lui met juste des roues sur les pattes et on met une poignée derrière et on le roule. Donc là encore, c'est vraiment une recherche de possibilités réduites. On vole quand même à 60 nœuds et pour un engin qui fait 200 kg, on arrive à voler 5 heures en ayant 1 heure de réserve de carburant à l'arrivée. Ce qui nous offre des possibilités énormes. Voilà le genre d'image qu'on obtient. Alors là, c'est bien des copies d'écran, donc vous voyez que c'est quand même pas terrible. Néanmoins, on sait qu'à cette distance-là, et on a fait plusieurs fois des expériences, pour les militaires et c'est très important, on arrive à lire le nom des bateaux, on arrive à repérer les gens, on arrive à compter les gens sur les bateaux, et on est certain qu'eux, ils ne nous voient pas. C'est quand même le plus important. Voilà. Donc là, on arrive à plus de 22 nautiques, on arrive à identifier les bâtiments. Donc qu'est-ce qu'on a pu démontrer avec ça? On a démontré que la faisabilité d'un UAV VTOL à bord d'un bâtiment de faible tonnage était possible. On a surtout tordu le cou aux sceptiques qui pensaient que le moustique allait s'écraser sur la porte du hangar. On a démontré que la limitation induite par toutes les limitations qui étaient induites par l'absence de radar. C'est pour ça qu'aujourd'hui, notre futur système comprendra un radar. On sait qu'aujourd'hui, c'est très difficile de faire du blanchiment de zone ou de garantir qu'il n'y a rien sur la zone uniquement avec de l'OIR. Même s'il existe aujourd'hui des systèmes de recherche automatique, on n'est pas certain qu'on ne peut pas garantir qu'on n'a rien vu. L'importance de la qualité de la charge d'OIR, on a fait énormément d'essais avec différents types de boules. On s'aperçoit que le drone, c'est certes un moyen, mais l'intérêt du drone, c'est d'amener une charge utile intéressante pendant longtemps à une certaine distance. Si la charge utile est moyenne, vous avez un drone qui est très moyen. L'importance de la prise en compte du milieu, on travaillait avec une entreprise qui est autrichienne, et on a fait d'énormes progrès avec eux. Enfin, c'est surtout eux qui ont fait d'énormes progrès dans le traitement de la corrosion et des contraintes marines. La marine autrichienne n'existe plus depuis longtemps. Dans notre mandat, ça nous a permis d'identifier toutes les performances de notre futur système de drone, qui sera beaucoup plus gros, mais dont aujourd'hui on perçoit bien quelles sont ses qualités. Et puis on a surtout identifié la taille optimale de l'équipe de mise en œuvre, où on cherche aussi ici à réduire le nombre de personnes. Typiquement, pour un hélicoptère de la classe d'un Lynx, c'est une dizaine de personnes. Pour un hélicoptère comme vous avez vu là, c'est 4 personnes. Ce qui fait quand même des économies énormes. Et puis un coût d'emploi réduit, aujourd'hui on est à un facteur de 10 ou de 12 inférieur à celui d'un NH90.
Par contre, on sait qu'on peut faire des missions de reconnaissance et d'identification, on sait qu'on peut pister des pistes, mais on n'a pas la primo-détection, donc il nous faut absolument quelqu'un qui le fasse pour nous. On fait des missions de lutte anti-trafic, on a été utilisé dans le cadre de Frontex. Par exemple, le bateau sur lequel on a été déployé, tout seul, il couvre une certaine surface. Avec le drone, on double la surface. On peut faire de la surveillance côtière, tout en laissant le bateau en dehors des eaux territoriales, donc en lui garantissant une certaine protection. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas encore connecté notre système au système de combat. C'est vraiment l'étape suivante. On arrivera à insérer toutes les données du bateau, du drone, dans le système de combat. Et puis, l'imitation induite par la force de radar, nous avons déjà parlé. L'avenir pour la marine, c'est la poursuite des expérimentations. On espère continuer et aller sur les plus gros bateaux pour augmenter le spectre d'utilisation. On va intégrer de nouvelles charges utiles, des radars. Donc on cherche des radars qui sont le plus petit possible, qui consomment le moins possible, évidemment qui ne soient pas chers et performants. On va développer des missions à partir de la Terre, donc la surveillance des zones maritimes, mais aussi la surveillance des détroits, ou la surveillance, par exemple, en Guyane, la surveillance à proximité du champ de tir, et puis l'intégration sur d'autres bâtiments de la marine. Les autres études en cours, j'ai abordé le sujet tout à l'heure, le futur système de la marine il s'appelle le SLAM, c'est le système de drone aérien pour la marine, qui sera un VTOL qu'on intégrera sur le bateau. La marine ne veut pas remplacer tous les hélicoptères par des drones, ce qu'elle veut c'est pouvoir embarquer sur le même bâtiment un hélicoptère et un drone, le drone étant chargé de faire toutes les missions longue durée, ennuyeuses ou risquées, et l'hélicoptère étant chargé de faire la partie noble, là où il y a le besoin d'une intervention humaine, soit pour utiliser des tireurs d'élite, soit pour faire du saut de tromper, soit pour aller tirer une arme. Il n'est pas aujourd'hui question d'aller tirer une arme avec un drone. On recherche des synergies avec Armédéen pour le futur système MAN, c'est un peu plus lointain, mais on sait qu'à terme, notre flotte d'avions de patrouille maritime et de surveillance maritime elle va être réduite. Donc on cherche à trouver le meilleur mix entre les deux. Il faudra peut-être qu'on avance un peu, mais on ne cherchera pas à développer un drone purement marine, mais encore pour des histoires de réduction de coûts. Et puis on cherche de la synergie le plus possible dans tous les domaines qui sont radars, recharge électro-optique, AIS, IFF, etc. Donc en conclusion, je dirais que la surveillance maritime avec les drones, c'est possible. Ça nécessite des charges utiles spécifiques. C'est bien des radars de surmain, c'est pas des radars simples. C'est des EOIR adaptés, longueur d'onde, etc. Ça nécessite des appareils endurants et adaptés. On a vu que tout à l'heure, le petit drone, lui, il arrive à voler 5 heures. Nos avions patrouille maritime, ils volent 8 à 12 heures. Notre futur drone, il faudrait qu'il vole à peu près la même chose. Il nous faut des liaisons de données adaptées. Par exemple, sur le Triton, les Américains ont changé complètement la liaison de données. Et les missions, et ça c'est important, les missions, elles sont à la fois civiles et militaires. On peut envisager tout à fait des missions de lutte contre les différents trafics, la drogue, le matériel, les humains, etc. Et puis les surveillances de l'environnement, contrôle de pollution, contrôle des pêches, etc. On a déjà fait des opérations de contrôle de pêche pour le thon, ça marche très bien. On arrive à voir très bien les poissons dans les cages, alors que le pêcheur affirme qu'il n'a absolument rien, mais malheureusement pour lui, nous on le voit très bien. Les investissements nécessaires ont un véritable sens, à condition en raison notamment des réductions de coûts possibles. Le paramètre qu'on a trouvé aujourd'hui le plus pertinent, c'est le coût du nautique carré surveillé, c'est ce qu'on essaie de déterminer. De la pertinence possible sur zone, on peut très bien envisager avec des systèmes de drone d'avoir une permanence, on devrait pouvoir y arriver. Et puis ce qu'on cherche à faire absolument, c'est à chercher des synergies avec les systèmes civils, afin d'augmenter les séries. On ne fera pas nous, des séries de 50 UAV, on n'aura pas les moyens, de diminuer les coûts de développement et d'emploi, ça c'est sûr, et puis de faciliter la prise en compte du phénomène drone au sens global. Quand je dis les civils, je parle aussi des organisations étatiques, telles que peuvent être la sécurité civile, la douane, etc. Il faudra bien qu'on trouve un jour un moyen d'investir tous ensemble, parce que sinon, si on fait chacun dans notre coin, on n'y arrivera pas. Et voilà l'engin à l'appontage. Et c'est tout petit. Fibrozène, merci. Marine française. S'il y a des questions à la fin.
merci. En tant qu'officier de marine, je jubile puisque j'ai rédigé il y a 25 ans la première fiche de caractéristiques militaires du drone embarqué et que je vois que ça aboutit. Et en tant qu'industriel, société SDUSI, on s'intéresse évidemment à l'intégration des données que vous exploitez de manière dédiée, à l'intégration de ces données au système de combat du bateau. Alors, pouvez-vous donner un rapide coup de projecteur sur ce qui est fait ou ce qui va se faire sur l'intégration de l'exploitation de ce drone embarqué par rapport avec le système de combat du bateau? Oui, alors ça avance, mais malheureusement pas assez vite. Hein. On est tous d'accord là-dessus. Aujourd'hui, on travaille complètement en stand-alone, on n'a intégré absolument rien. Ce qu'on cherche à faire, c'est intégrer les données des charges utiles, non pas les données de pilotage, parce qu'on veut séparer la donnée de pilotage de l'engin de façon à être garantie de la sécurité. Et ce qu'on cherche à faire, c'est intégrer toutes les données à valeur POIR dans le système de combat, voire à permettre aux opérateurs du système de combat de piloter des charges utiles. Typiquement sur la charge utile légale électronique, où là, on ne cherchera pas à avoir un spécialiste légale électronique dans l'équipage du drone, mais on se servira des opérateurs du bord. Aujourd'hui, on travaille avec des CNS, puisque c'est l'intégrateur marine. Il y a des travaux qui sont en cours pour s'intégrer. Alors, sans surprise, hein, plus le système de combat est moderne, plus c'est facile, plus le système de combat est ancien. Aujourd'hui, c'est très difficile sur lui. Celui de la LPM, de la prochaine, en fonction des budgets, mais effectivement, normalement, le SDAM est prévu dans la prochaine LPM. Une autre question? Oui, bonjour, direction régionale garde-côte Méditerranée. J'ai deux questions. La première, vous avez montré des images avec vous avez évoqué des distances. Est-ce que vous pourriez nous montrer les images et nous préciser, parce que j'ai pas eu le temps de. La deuxième question, c'est vu que vous opérez votre drone un petit peu partout, comment vous intégrez dans la réglementation aérienne? Alors, on voit un petit peu partout. Sur l'eau, au-delà des 12 nautiques, c'est assez simple, hein, puisque c'est la liberté. On s'annonce quand même et on prévient la FIR qu'on vole. De toute façon, on est comme un avion, on a un IFF, on a toutes les données, donc c'est facile. Après, à partir de la Terre, on ne vole qu'à partir de l'île du Levant et dans des zones aériennes ségrégées, donc, comme tous les drones. Maintenant, la réglementation elle évolue et les zones aériennes elles peuvent être ségrégées de différentes manières. Hein. Ça peut être géographique, en heure, en altitude et autres. Donc ça ne pose pas des gros problèmes. Je pense que c'est plus un problème de dialogue avec l'opérateur ou des gens qui travaillent dans la zone qu'autrement. Aujourd'hui, intégrer des drones, c'est pas un gros problème, je dirais. C'est surtout un problème de dialogue. Je vais essayer de retrouver les photos. Donc là, typiquement, on est à Nautique 7. Voilà, c'est assez. Après, l'intérêt sur cette boule-là, l'intérêt, c'est qu'on a la position du centre-image. Ici, on est à 0,5 nautique, donc c'est assez proche. Et par exemple, là, on est à 2 nautiques 5. On arrive à identifier facilement le bateau. Et ici, on est à 22 nautiques. C'est quand même pas des détails. Une dernière question, on passe à la conférence suivante. Monsieur Groisec, vous nous avez dit que c'était un programme d'évaluation de l'usage d'une machine type Shibble, helicoptère sonde sur la droite. Aujourd'hui, on en est où? C'est acté, c'est opérationnel et vous pouvez partir en mission avec ou pas? On a la machine, on l'utilise depuis 2 ans. On part en mission en fonction du bateau sur lequel on est intégré, mais c'est toujours au sein expérimental. Ce n'est pas un système qui est opérationnel comme les NH90, le Lynx, etc. Bien, merci encore, monsieur.